Allez, à présent, une page de politique internationale dans ce journal et c'est dans l'invité du JT. Aux États-Unis d'Amérique, l'ex-président Donald Trump, candidat aux élections présidentielles, a été ce week-end la cible d'un attentat manqué. Une scène surréaliste qui ne finit pas de mouvoir la classe politique internationale. À 3 mois des élections, quelle analyse faire de cet attentat manqué et quelle pourrait être la suite à donner à cet événement? Pour répondre à ces interrogations, je reçois sur mon plateau M. Serge Nedro, économiste spécialiste en intelligence économique. Bienvenue sur notre plateau, M. Serge. Merci beaucoup. Alors, à 3 jours de la tentative d'assassinat du candidat Donald Trump, que sait-on de ce drame national évité de justesse, de l'identité et du mobile du tireur? Alors, c'est un véritable drame national qui s'est produit aux États-Unis d'Amérique et un drame qui est qualifié par le FBI de tentative d'assassinat de l'ancien président, le président Donald Trump, et candidat également du Parti républicain aux prochaines élections qui vont se dérouler le 5 novembre 2024. Il faut dire que lors d'un événement de campagne qui est à son habitude, le candidat Donald Trump organise des meetings aux États-Unis. Il a organisé son dernier meeting à Butler, dans l'État de Pennsylvanie, où il a rassemblé ses partisans. Et il y a eu un tireur présumé qui a eu à tirer 8 coups, dont 3 coups sur directement l'ancien président Donald Trump. Et l'un des coups a même effleuré son oreille et a dû blesser son oreille avec du sang qui a coulé sur lui. Et les autres coups ont dû tuer sur coup immédiatement deux de ses partisans. Et il faut dire que les contre-snipers qui étaient là, qui font partie en fait en réalité du service secret des États-Unis d'Amérique, ont dû neutraliser, donc tuer évidemment ce tireur présumé là, qui est un jeune homme de 20 ans, qui est mathématicien, qui a un diplôme en mathématiques aux États-Unis, qui est un étudiant, donc un profil normal. Et il se trouve qu'on dit qu'il est évidemment, il s'est inscrit sur la liste électorale comme étant républicain, et il a en même temps fait un don au Parti démocrate, un don de $15 au Parti démocrate depuis quelques instants. Donc on a un profil de quelqu'un qui s'intéresse à la politique, c'est vrai, certes, mais qui est un étudiant normal comme tout autre étudiant. Et aujourd'hui, on se demande quel était le véritable motif de ce jeune homme ou le mobile derrière cela. Mais il faut dire que pour analyser ce mobile-là, il faut analyser l'environnement politique actuel aux États-Unis. On est dans une arène politique où il y a deux camps qui se posent, deux camps qui sont radicalisés, deux camps qui se regardent en chien de faïence, deux camps véritablement qui ne sont plus simplement adversaires politiques, mais qui sont devenus des ennemis politiques, parce que évidemment, ils ont deux champions qui parlent, qui ont de la violence verbale dans leur discours politique et qui ne cessent aujourd'hui de caricaturer l'autre camp contre l'autre camp. Donc, on constate évidemment qu'on est dans une violence inouï aux États-Unis qui n'a jamais été vu et cet acte-là peut être inscrit dans ce cadre de violence politique qu'il y a aujourd'hui aux États-Unis. Et vous, dans votre position d'observateur, quelle analyse faites-vous de cet attentat manqué dans une grande démocratie américaine? Évidemment, il faut dire que les États-Unis sont quand même l'une des plus grandes démocraties au monde. C'est vraiment la patrie qui essaie de montrer la voie de la démocratie aux autres nations. Mais il faut quand même se rappeler que l'histoire de la démocratie américaine a été émaillée de plusieurs violences. On se rappelle de l'assassinat en 1963 du président John Kennedy. On se rappelle aussi de la tentative d'assassinat le 30 mars 1981 de Ronald Reagan, où il a été où ils ont attenté à sa vie. Mais il faut noter que cette violence politique, les observateurs que nous sommes, nous avions pensé que cette violence politique avait cessé. Mais il faut dire que depuis la crispation, depuis la non-reconnaissance des résultats des élections de 2020 par Donald Trump, il faut dire qu'il y a eu deux camps véritablement qui se sont mis à se regarder en chaîne de fer, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et aujourd'hui, donc, nous remarquons que la violence est en train de prendre de la place aux États-Unis. Et en plus, là, il faut aussi analyser la chose que cette violence est exacerbée
par les médias. Parce qu'aux États-Unis, par exemple, nous avons vu que à la faveur de la décision de la Cour suprême des États-Unis d'Amérique qui a dit effectivement que le président Donald Trump ne pouvait pas être tenu responsable de ses actes lors de sa mandature, nous avons donc remarqué, par exemple, le HuffPost, qui est un média aux États-Unis, a titré que la Cour suprême venait de donner l'autorisation au président Joe Biden d'assassiner son opposant Trump. Oui. Et vous voyez que où on va dans les médias, effectivement. Et il y a d'autres médias qui ont dit que Trump était un fasciste, ainsi de suite. Tout comme dans le camp républicain aussi, on a essayé de caricaturer le président Joe Biden comme étant un pépé, comme étant celui-là même qui est un vieux, qui ne peut pas, qui est un, comme le président Donald Trump aime l'appeler, le crooked Joe, donc le Joe qui dort, le Joe le dormeur, le Joe, j'ai envie de dire, qui est comme le manipulateur, le Joe le corrompu, ainsi de suite. Donc on a senti vraiment qu'il y avait de la violence politique qui se passait, il y avait quand même un certain nombre d'actes et d'actions qui se passaient. Et donc, on ne pouvait que remarquer que peut-être un tireur isolé ou bien une personne isolée comme ce Thomas Crooks, son nom c'est Thomas Crooks, a dû passer à l'acte, évidemment, parce que lorsqu'on parle chaque fois, ça peut emmener les esprits faibles, les âmes faibles à passer à l'action. Et c'est ce que nous avons remarqué ce jour-là. Justement, à 3 mois des élections présidentielles prévues en novembre, quels sont, selon vous, les scénarios possibles? Évidemment, cet acte est un acte difficile, surréaliste, comme on l'a dit, mais un acte aujourd'hui qui peut être mis au crédit du candidat Trump en réalité. Surtout lorsqu'on voit l'image iconique, l'image historique où on voit le président Trump, j'ai envie de se relever lors d'une telle action et lever le poing et dire aux membres du Secret Service qui sont venus l'attraper, leur dire attention, laissez-moi un instant, je vais parler à mes partisans. Il a dit wait, et il lève le poing et il dit fight. Il dit à ses partisans, combattez. On a vu là un champion, on a vu là un combattant. Et de l'autre côté, depuis le débat, comme vous le savez si vous êtes un observateur de la vie politique américaine, depuis le dernier débat qu'il y a eu entre Joe Biden et Trump, on a vu un Joe Biden affaibli, un Joe Biden faible, un Joe Biden qui ne pouvait pas bien prononcer les mots, un Joe Biden qui ne pouvait pas bien analyser, bien agencer ses mots. Et donc aujourd'hui, ça vient encore creuser l'écart et les Américains voient que de l'autre côté, d'un côté, on a un champion qui est là, qui est fort, qui peut défendre les États-Unis d'Amérique, qui peut aller de l'avant. Et on a un autre homme qui est un peu vieux, qui ne peut pas aller de l'avant. Et c'est cette image qui va rester avec cette action qui vient de se passer. Et j'ai envie de vous dire que les Américains, généralement, n'élisent pas, j'ai envie de dire, un énac. Ils n'élisent pas un intellectuel comme on voit aujourd'hui dans les pays francophones. Ils n'élisent pas une superstar intellectuelle ou quelqu'un qui est fort. Ils élisent un commandant en chef, et comme on le dit, un commandant in chief. Et donc, ils élisent un commandant en chef, quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui peut défendre les États-Unis, quelqu'un qui peut diriger le monde, quelqu'un qui est capable de parler au reste du monde et de donner la tonalité au monde. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut dire que c'est à l'avantage du candidat Trump, qui avait déjà 5 à 6 points d'avance et qui va creuser encore l'écart et nous allons voir, et c'est historique, hein, parce que Ronald Reagan, lorsqu'il a, en 1981, évidemment, ils ont attenté à sa vie. Quelque temps après, évidemment, Reagan a connu une cote de popularité encore plus haut. Et je pense que c'est ce qui va se passer dans les jours. Nous verrons les sondages, nous allons surveiller les sondages. Alors, on va revenir cette fois sur le continent africain. Quelles leçons de démocratie et de campagne électorale la Côte d'Ivoire a un peu déjà tiré, celle qui se prépare à organiser les élections en 2025? Il y a de grandes leçons, il y a de très grandes leçons de démocratie qui, avec ce tact-là, d'abord, dans un premier instant, on voit que, évidemment, l'Amérique est une grande démocratie, mais une démocratie peut-être au pied d'argile par moment. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'histoire politique des États-Unis est émaillée pratiquement de violence. Et donc, nous remarquons que cette violence n'est pas en réalité perdue. Elle n'a pas été ôtée de l'arène politique. Et donc, il faut comprendre que, d'abord, l'une des premières leçons que les États africains peuvent, c'est pas seulement la Côte d'Ivoire, l'ensemble des pays africains, que les États africains pourraient évidemment tirer de cette histoire, c'est que on peut faire la politique en donnant, on peut faire la politique sans la violence. Et qu'il faut que les États africains
arrive à faire la politique sans violence armée, sans violence verbale. Parce que ce sont les mots qui deviennent les actes. Ce sont les mots qui deviennent les actions. Et lorsque, évidemment, on n'arrive pas à contrôler les mots de ses partisans, ou on n'arrive pas à contrôler ses mots soi-même, ces mots demain peuvent être transformés en des actes, en des actions. Donc, dans un premier instant, je peux dire, c'est de pouvoir se libérer de la violence, qu'elle soit verbale ou armée, qu'elle soit d'une quelconque nature, de l'arène politique. La deuxième leçon, et qui est une leçon également très importante, c'est de savoir que deux camps peuvent être opposés sans forcément être des ennemis. On peut être des adversaires politiques sans être des ennemis politiques. Parce que c'est quoi? L'objectif qu'on veut avoir, c'est quoi? C'est de construire une nation, c'est de construire le pays. Donc il faut que les États africains ou les hommes politiques africains arrivent à faire la politique avec des idées constructives, et savoir que, évidemment, on peut construire une nation sur la base de ces idées. Et généralement, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que, évidemment, des camps politiques s'opposent, mais avec une complémentarité d'idées, comme on le voit aux États-Unis. Les démocrates sont des progressistes, c'est des gens qui veulent, évidemment, qu'il y ait plus de justice sociale, plus de possibilités de prendre en compte les classes moyennes, les classes pauvres. Les républicains disent non, il faut de l'ordre et de la sécurité. Quand vous remarquez ces deux grandes idéologies, vous voyez que c'est des idéologies qui se complètent dans une nation. Parce que dans une nation, il faut de l'ordre, il faut de la sécurité, mais également il faut de la justice sociale, il faut de l'équité sociale, il faut de la justice économique, il faut le partage des richesses qui puisse se faire équitablement et que tout le monde puisse en profiter. Donc, c'est l'une des grandes leçons. C'est aussi cela. On n'est pas des ennemis politiques, on peut être des adversaires, on peut avoir des idées, mais c'est toujours des idées complémentaires. Et à la suite de cela, j'ai envie de donner cette dernière, et c'est ma dernière leçon, c'est d'abord sensibiliser les médias. Dieu merci, je suis sur votre chaîne de télévision. Sensibiliser les médias. Parce que généralement, les médias aiment le showtime. C'est-à-dire que c'est que, par exemple, Joe Biden disait, les médias du camp Trump, tels que Fox News, reprenaient cela. C'est que les violences verbales que disaient les partisans de Trump, les médias également, tels que CNN, ainsi de suite, du camp démocrate, reprenaient cela. Et donc, vous voyez que les médias étaient là pour exacerber la violence. Et donc, je veux dire aujourd'hui qu'aux médias africains, qu'il est important d'analyser les paroles et de ne pas tout diffuser, de ne pas tout divulguer, de ne pas tout prendre, parce que les médias sont comme une sonnette d'alarme. C'est comme le haut-parleur. Et donc, il est important qu'ils sachent qu'ils ont une responsabilité dans l'organisation des élections, et qu'il est important qu'ils jouent leur rôle de façon partiale et de façon responsable. Merci beaucoup, Monsieur Serge Nedro. Je rappelle que vous êtes économiste spécialiste en intelligence économique. Et avec vous, nous allons un peu faire l'analyse de cet attentat manqué aux États-Unis. Et justement, on a un peu parlé de la situation, un peu des leçons ici en Afrique et pourquoi pas aussi en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Monsieur Serge Nedro, et à très bientôt. C'est à vous le merci. Merci beaucoup.